Bienvenue dans ce nouveau chapitre qui va s'intéresser aux conquêtes et aux sociétés coloniales au XIXe siècle, principalement. Et donc ce nouveau chapitre correspond au thème 2 de l'Europe et le monde au XIXe siècle. Alors, dans un premier temps, on peut s'attarder et s'attacher à cette carte qui représente tous les pays qui ont été, à un moment donné de leur histoire, sous la domination de l'Europe. Ce qui montre à quel point notre continent et les Européens ont pu jouer un rôle majeur et central dans la mondialisation, notamment au XIXe siècle. Alors, en introduction, on peut justement travailler sur cette fiche d'activité qui permet d'analyser l'évolution de la domination européenne. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on constate une accélération des conquêtes coloniales. Des conquêtes qui s'étendent en lien avec les découvertes de l'intérieur des continents, notamment de l'Afrique. Si les principales colonies étaient sous la domination des puissances ibériques, au XIXe siècle, c'est bien l'Angleterre et la France qui dominent désormais. Alors, en introduction, au XVIIIe siècle, les Européens ont réalisé une première domination sur le monde avec l'organisation du commerce triangulaire, accompagné de la traite des Noirs et de l'esclavage. Ce système s'est accompagné de la mise en place de colonies. Le Congrès de Vienne, par ailleurs, en 1815, a marqué deux faits majeurs. Le premier, la réunion des principaux pays européens dans un but diplomatique, et donc l'importance des relations internationales et du dialogue qui s'est noué. Le deuxième, qui est le choix des Britanniques de n'avoir que quelques îles pour renforcer leur stratégie de thalassocratie, c'est-à-dire de domination des mers et océans. Alors, vous pouvez noter cette problématique dans votre leçon. Comment se manifeste et se renforce la domination européenne sur le monde? Alors, pour répondre à ce questionnement, le cours sera divisé en trois parties. Une première partie qui nous amènera à comprendre les motivations et les justifications de la colonisation. Une deuxième partie qui nous permettra de comprendre comment les Européens mettent en place un système de domination dans les colonies, notamment à travers l'exemple de l'Algérie. Et enfin, une dernière partie qui nous permettra de comprendre comment la colonisation a été un enjeu de débat, de révolte et de conflit entre puissances, mais aussi entre Européens et indigènes. Alors, démarrons ce chapitre avec la première partie qui nous amène à réfléchir aux raisons de la colonisation. Quelles sont les motivations et les explications qui permettent de justifier cet acte de la colonisation? Première partie donc, pourquoi coloniser? Les multiples motivations et justifications de la colonisation, ce qui correspond à la fiche d'activité numéro 1. Alors, l'auteur de ce texte est Jules Ferry. C'est un homme politique qui est ministre de l'instruction publique pour avoir réaffirmé les principes de gratuité, de laïcité et de l'obligation scolaire dans les lois de 1881-1882. Mais il a aussi été ministre des Affaires étrangères et a eu en charge la question de la colonisation en 1885. Donc ici, ce texte porte bien évidemment sur la colonisation et au moment où Jules Ferry est ministre des Affaires étrangères. Alors dans son discours, Jules Ferry évoque les débouchés. Ici, il faut bien évidemment parler de débouchés économiques. Il s'agit des lieux qui sont destinés ou qui sont utilisés pour vendre les produits fabriqués par l'industrie française. C'est donc le commerce et l'économie qui ici intéressent Jules Ferry et qui, pour lui, est une justification de la colonisation. Par ailleurs, Jules Ferry évoque le devoir de civilisation. En effet, deux mots clés apparaissent, les races supérieures et les races inférieures. Les races supérieures correspondant aux Européens, quant aux races inférieures correspondant aux indigènes, c'est-à-dire aux peuples colonisés. Jules Ferry estime que la France doit participer à la conquête coloniale pour pouvoir diffuser les progrès, pour diffuser la civilisation européenne qui lui apparaît être la meilleure et celle qui va permettre d'éduquer
les races inférieures, les indigènes. Enfin, Jules Ferry estime aussi que la France doit participer à cette course aux colonies, car sinon elle risque d'être déclassée dans le classement des nations et donc d'être moins puissante par rapport aux autres puissances européennes. Et malheureusement, ces conquêtes passent forcément par les armes et la guerre. On reviendra sur ce point. Donc si on a quelques idées à retenir dans cette première partie, eh bien, au XIXe siècle, les Européens conquièrent de nouveaux territoires pour de multiples raisons, qui sont à la fois politiques, économiques, morales. Alors, essayons de préciser pour chacun des points. Les colonies sont des débouchés économiques pour l'industrie florissante européenne, on l'a évoqué, et vous l'avez vu dans le cours sur l'industrialisation au XIXe siècle. Les Européens se sentent aussi investis de cette mission civilisatrice, hein, ils sont sûrs de leur supériorité et convaincus des bienfaits de leur civilisation et estiment qu'ils ont un devoir moral d'éduquer les indigènes. Et enfin, la possession de colonies est aussi un moyen pour chaque État d'accroître son prestige, sa puissance, son rayonnement mondial. Ces conquêtes se font essentiellement par la guerre et s'accélèrent à partir des années 1880. Cependant, ces conquêtes, comme le dit le ministre Albert Sarraut en 1931, ont été des actes de violence. Hein, on peut prendre cette citation. La colonisation n'a pas été un acte de civilisation, elle a été qu'un acte de force, accompli par le plus fort sur le plus faible. Voilà ce que vous pouvez dire et ce qu'on peut prendre comme idée pour mettre en perspective cette colonisation. Alors, dans un deuxième temps, donc, intéressons-nous à la domination et aux sociétés coloniales à travers l'exemple de l'Algérie et justement comment les Européens ont-ils mis en place ces sociétés entièrement sous leur domination. Ce qui correspond à la fiche d'activité numéro 2, hein, qui vous demandait de créer un article de journal illustrant et explicitant ce qui s'est passé. Alors, je me suis mis à la tâche comme vous, et vous avez donc sous les yeux ici cet exemplaire de journal, d'article de journal, hein, qui justement veut montrer comment la société algérienne était dominée par la société coloniale française. Et on peut donc voir que eh bien, les colons dominent les Algériens. Donc je vous laisse faire lecture de cet article pour prendre connaissance. Voilà un exemple d'article de journal, de correction par rapport à ce que vous avez pu écrire et m'envoyer. L'objectif ici, c'est de comprendre que cette colonisation de l'Algérie par la France met en place un système qu'on appelle une colonie de peuplement,
c'est-à-dire une colonie dans laquelle les colons s'installent euh, et prennent possession. Ils sont beaucoup plus visibles que dans les autres types de colonies qui sont plutôt des colonies d'exploitation, c'est-à-dire des territoires qui sont exploités pour leur richesse naturelle et dans lesquels il y a peu de colons. Alors, si la colonisation met en place de nouvelles sociétés où les Européens dominent, il existe de nombreux débats sur cette question. En effet, la colonisation va entraîner des révoltes et des conflits à de multiples échelles. Ça correspond donc aux fiches d'activité 3 à 5 que vous avez normalement fait et qui va nous permettre de comprendre comment la colonisation a divisé et fait changer les règles de domination. Alors, tout d'abord, on peut s'attacher au texte de Georges Clemenceau pour essayer de comprendre les débats qui secouent les sociétés européennes et en particulier ici la Troisième République à la fin du XIXe siècle, notamment sur cette question de la colonisation. Cette colonisation fait débat. On a vu dans la première partie le discours de Jules Ferry, et ici, en fait, on est sur le discours de Georges Clemenceau, qui est une réponse à ce premier texte. Et donc Georges Clemenceau ici justifie son opposition à la colonisation en s'appuyant sur des arguments coûteux de la politique coloniale de Jules Ferry. Il appuie aussi sur le fait que pour lui, il n'y a pas de hiérarchie des races. Clemenceau, effectivement, s'appuie sur le fait que du côté allemand, eh bien, les Allemands portent la propagande comme quoi ils sont supérieurs aux Français parce qu'ils ont réussi à les vaincre lors de la guerre de 1870. Et donc ici, ce point-là, Georges Clemenceau ne l'accepte pas. Et donc, il applique ce même raisonnement au raisonnement sur les sociétés coloniales pour expliquer que la notion de hiérarchie des races, pour lui, est infondée. Et enfin, le dernier argument qui est avancé par Georges Clemenceau dans ce troisième paragraphe, c'est que pour lui, il faut d'abord défendre son territoire avant d'aller en coloniser d'autres. Donc on le voit bien ici, Georges Clemenceau apporte une réponse argumentée, point par point, aux motivations et justifications du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Jules Ferry. Vous avez à gauche les points à relever et à noter pour faire la correction de cette activité. Alors, dans un deuxième point, on peut s'attacher justement au débat lié à la colonisation et à la mise en esclavage à travers la fiche d'activité numéro 4. Ainsi, le mouvement abolitionniste, qui est né au XVIIIe siècle, et les révoltes d'esclaves vont faire évoluer les mentalités. L'interdiction de la traite atlantique, décidée par les pays européens en 1815, est appliquée lentement. Et donc le combat abolitionniste, lui, se poursuit. On assiste à de nombreuses révoltes d'esclaves, notamment depuis la révolte haïtienne à la fin du XVIIIe siècle, qui a été un exemple de révolte d'esclaves aboutie et qui a permis à l'île d'Haïti d'obtenir son indépendance et d'être un exemple pour le monde entier. Ainsi, en 1833, l'abolition de l'esclavage va être proclamée au Royaume-Uni. Et en France, c'est sous l'impulsion de Victor Schœlcher, dont vous avez le portrait dans les documents, que l'esclavage va être aboli en 1848. Néanmoins, en 1881, en France, une loi met en place juridiquement un statut inférieur pour les indigènes à travers le Code de l'indigénat qui va organiser le contrôle et la répression des populations colonisées. Ce qui est donc contraire à une situation égalitaire et au respect des droits de l'homme. Enfin, pour terminer ce chapitre et cette troisième partie, la colonisation montre que c'est aussi un enjeu de rivalité entre pays, entre les différentes puissances européennes, et notamment dans l'affirmation de chacune d'elles dans le monde.
Et les deux caricatures vont nous permettre de le comprendre. Alors ces deux caricatures euh, montrent que les grandes puissances européennes se sont lancées dans une course aux colonies au XIXe siècle et que ces puissances vont collaborer pour découper les territoires. La conférence de Berlin en 1885 va aboutir principalement à édicter les règles officielles de la colonisation et va être à l'origine de la division du continent africain en 1885. C'est la caricature qui est en noir et blanc. Et quelques années plus tard, la division de la Chine, où on voit l'empereur chinois qui demande aux puissances coloniales de s'arrêter, de découper le territoire. On reconnaît à gauche l'Angleterre avec sa reine, avec le casque à pointe l'Allemagne, avec le chapeau rond blanc la Russie, derrière lui la France avec la cocarde tricolore, et puis totalement à droite l'empereur japonais, et le Japon étant aussi une puissance coloniale en Asie à cette époque-là. Ces puissances donc s'affrontent, se confrontent, se divisent les territoires, au point que parfois ils s'affrontent militairement, et ça a été le cas en Afrique, à Fashoda, en 1898, où les troupes coloniales françaises ont été opposées aux troupes coloniales britanniques. Ça illustre clairement les rivalités européennes dans cette course aux colonies, dans cette course à la puissance pour exister dans le monde. Alors pour conclure, au XIXe siècle, les Européens accentuent leur domination coloniale et s'accaparent de nombreux territoires. On parle de course aux colonies, et la plupart de ces colonies sont des colonies d'exploitation, c'est-à-dire, je l'ai déjà évoqué, des territoires exploités pour leurs ressources naturelles avec peu de colons. Quelques-unes, en revanche, sont des colonies de peuplement, avec une présence sur la longue durée de colons, comme en Algérie, et une diffusion de la langue, de la religion, mais aussi du mode de vie. Cette domination coloniale, bien évidemment, suscite parfois des révoltes et des critiques, on a pu les évoquer.